Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Territoire d'info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde avec le meilleur des interviews politiques de la semaine. Lundi matin, nous recevions, après un nouveau week-end de mobilisation des Gilets jaunes et à quelques heures de l'allocution du président de la République, la députée des Yvelines et porte-parole de la République En Marche, Aurore Bergé. Cette dernière s'est livrée à un début d'autocritique sur l'attitude de la majorité et a admis que cette volonté d'aller vite avait été très mal perçue par les Français. On a tellement envie d'aller vite que peut-être que ça n'est pas paru suffisamment lisible aux Français par rapport à la promesse initiale qui était la nôtre, de nouvelles protections, de réconciliation des Français. Et puis en effet, parler clairement, évidemment. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'il ne l'ait pas fait dans le passé. On voit bien que dans les manifestations, ce qui remonte beaucoup, c'est l'arrogance du pouvoir, l'arrogance d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez le sentiment de faire partie d'une majorité qui a été trop arrogante ? Oui, probablement. À partir du moment où c'est ressenti comme tel, c'est probablement qu'on a laissé ce sentiment naître. Peut-être parce qu'on était nouveau, parce qu'on est plus jeune, parce que quand on est député à 30 ans et plus quand on est député un peu plus âgé, peut-être qu'on renvoie plus facilement ce sentiment-là aussi parce que moi, je ressens énormément de sincérité chez nos collègues. Vous les avez rencontrés, vous les avez interviewés, vous voyez à quel point ils ont envie d'agir, ils ont envie que ça fonctionne. Et donc, on a envie aussi d'aller vite et peut-être qu'on a péché par cet excès de sincérité, de volonté d'aller extrêmement vite sur les réformes. Notre projet, ça n'a jamais été ni un projet ultralibéral, ni un projet pour taxer plus les Français. Ça a été un projet qui était de dire on va donner plus de liberté aux Français parce qu'ils auront dans le même temps plus de protection. C'est les réformes en matière éducative, c'est la formation professionnelle, c'est le renforcement aussi de l'ordre public et de la sécurité. Et ça, à mon avis, il faut qu'on aille plus vite, plus loin. Bercy est souvent très créatif, vous savez, pour inventer de nouvelles taxes ou expliquer qu'on ne peut pas faire suffisamment vite. Mais il va falloir que l'administration travaille suffisamment vite parce que c'est le politique qui décide dans ce pays. Tout à l'heure, à 10h, le président de la République a convié tous les partenaires sociaux, une sorte de grande conférence, presque de Grenelle, sauf que la ministre du Travail a d'entrée de jeu dit qu'on n'augmentera pas de coup de pouce au SMIC. Est-ce que c'est une bonne façon de discuter avec les corps intermédiaires ? Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être discutées que celle de l'augmentation du SMIC. Déjà, le SMIC, entre le moment où on a été élu et le 1er janvier où il va être encore revalorisé, il aura gagné 58 € par mois. Ça fait 700 € par an. C'est pas tout à fait négligeable quand vous gagnez le SMIC. Et à cela, vous ajoutez des baisses de cotisations et la revalorisation de la prime d'activité. Et la prime d'activité, elle a deux grandes valeurs ajoutées. Déjà, c'est pas uniquement pour ceux qui gagnent le SMIC. C'est notamment pour ceux qui ont des plus petits niveaux de revenus. Et puis, c'est pas les entreprises qui ont à leur charge la prime d'activité. Il y a d'autres choses qui doivent être discutées. On parle de la prime mobilité, notamment, pour celles et ceux qui sont contraints de prendre leur véhicule. La région Hauts-de-France l'a mis en place. Est-ce que ça peut être généralisé ? Sous quelles conditions ? Le président de la République a déjà dit qu'il était prêt à faire en sorte que l'État accompagne la prime mobilité. Est-ce que c'est la prime d'activité aussi qui pourrait aller peut-être un peu plus loin ? Voilà. Emmanuel Macron, vendredi, a dit à des élus des Yvelines, de votre département, que c'était une connerie, je le cite, des 80 km/h. Écoutez, évidemment, c'est une mesure qui est vue comme une contrainte supplémentaire. Quand on vous dit au lieu de 90, vous allez rouler à 80, forcément, c'est une contrainte nouvelle. Mais on l'a fait pour une raison simple. C'est qu'il y a trop de gens qui meurent chaque année sur les routes. Alors, je veux bien qu'à chaque fois, on nous dise que ce n'est pas un argument. On nous dit la même chose d'ailleurs sur la pollution de l'air. Après tout, 48 000 personnes qui meurent chaque année, c'est pas important. Mais ce seraient les mêmes qui demain attaqueraient le président de la République ou le gouvernement en disant « Vous saviez, il y avait des mesures envisageables et vous ne les avez pas prises. » Donc on a pris nos responsabilités là-dessus et on verra les effets. On a vu que cet été, il y avait une baisse de la mortalité sur les routes. Laissons le temps de l'évaluer sur une année et après, on verra si c'était bien ou non. Lundi, toujours sur ce plateau, de son côté, le député européen et vice-président LR de la région Île-de-France, Geoffroy Didier, est revenu sur les conséquences du mouvement des Gilets jaunes et a indiqué regretter l'image écornée que celui-ci a pu renvoyer de la France à travers le monde. C'est toute l'image de la France qui se trouve écornée. Nous faisons la une de tous les médias et de tous les grands quotidiens du monde occidental. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle, surtout dans la mesure où, souvenez-vous, Emmanuel Macron était le président qui, et d'ailleurs j'étais le premier à l'admettre, redorait l'image de la France dans le monde après le quinquennat de François Hollande. Et tout ce qu'il avait réussi à faire à travers sa jeunesse, à travers sa volonté de faire de la politique autrement, eh bien, est désormais à plat. C'est une mauvaise nouvelle pour la compétitivité de nos entreprises. Et je pense évidemment à tous ces commerçants qui ont vu l'économie d'une vie partir en fumée en quelques instants. Et c'est une mauvaise nouvelle
pour la France et pour la grandeur de la France dans le monde. C'est la raison pour laquelle, effectivement, Emmanuel Macron doit y répondre au plus vite. Mais vous il y a une allez faire urgence des choses sociale, mais il y a aussi une urgence d'image. Sur le plan policier, on a eu des forces mobiles qui étaient très nombreuses, qui étaient très mobiles. Il n'y a pas eu d'atteinte sur des lieux emblématiques. On n'a pas eu de mort. Est-ce que vous dites que ce week-end, est-ce que vous adressez un bon point à Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur? J'adresse un bon point aux forces de sécurité, aux près de 80 000 policiers et gendarmes qui ont sacrifié leur moment de liberté et qui d'ailleurs ont pris parfois des risques pour leur propre vie. Mais attention quand même, disons la vérité aux Français, il y en a eu des violences. Donc, pas de satisfecit de la part du gouvernement, s'il vous plaît, pas d'autosatisfaction au regard de ce qui s'est malheureusement déroulé samedi. En revanche, oui, les forces de sécurité ont fait preuve d'un sang-froid, mais pas seulement d'un sang-froid, d'un véritable sens de l'État. Et j'appelle, moi, à ce qu'il y ait un sursaut républicain où la République impose sa loi, son ordre, mais aussi sa force. Geoffroy Didier, Nathalie nous Moret. sommes le 10 décembre. Il y a tout juste un an, Laurent Wauquiez devenait le président des Républicains. Un an plus tard, pourquoi ça ne prend pas? Et c'est vous qui le dites. Là, nous sommes dans une crise des classes moyennes. Les classes moyennes sont le cœur de l'action de Laurent Wauquiez. Exactement. Or, les gilets jaunes ne lui rendent pas. Pourquoi? Attendez, les Gilets jaunes, ils sont là pour dire quelles sont leurs préoccupations sociales et leur quotidien, leur fin de mois. Ils ne sont pas là pour faire de la politique politicienne. C'est ce que montrent tous les sondages. Tous les Mais- sondages montrent. Écoutez, les sondages, enfin, regardez les sondages si vous voulez. Moi, je regarde le chemin parcouru depuis un an. Quand il dit, par exemple, qu'il n'a pas porté de gilet jaune alors qu'il en a porté un, ses adversaires Avec disent, photo à l'appui. avec photo à l'appui, ses adversaires disent qu'il a un problème avec la vérité. Est-ce que ça, c'est pas un souci, on va dire, de personnalité, de profil? Franchement, qu'il ait enfilé un gilet jaune parce qu'un sympathisant, un gilet jaune, lui a mis un gilet jaune pendant 15 secondes pour la photo, on n'en a rien à faire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de vous proposer, par exemple, pour la baisse de la dépense publique, une allocation sociale plafonnée à 75% du SMIC pour que le travail rémunère toujours mieux que l'assistanat. Par exemple, une participation forfaitaire pour ceux qui bénéficient de la SMU. La fin de l'aide médicale d'État au profit d'une assistance médicale d'urgence. L'alignement du secteur public sur le secteur privé quant au régime de retraite. Voilà des propositions de fond. Celle-là même, je termine. Celle-là même que Laurent Wauquiez a mentionné, il a fait une conférence de presse. Ça ne vous a malheureusement pas beaucoup intéressé, je le regrette. En tout cas, un peu moins, parce que vous ne m'avez pas posé la question sur les propositions des Républicains, que le fait que Laurent Wauquiez ait, à un moment, enfilé un gilet jaune. Moi, ça m'intéresse point. Vous préconisez, en tout cas, Valérie Pécresse dit plus de diesel, ou disait plus de diesel en Ile-de-France en 2030. Quand vous voyez cette crise, est-ce que vous dites on maintient cette mesure ou on va peut-être l'adapter un petit peu? Ce n'est pas une mesure, c'est un souhait. Et il ne vous a pas échappé que depuis, il y a des urgences sociales qui Donc nous il faut sont tous revenir, montées à la figure. il faut revenir sur cette Et idée. le rôle des responsables politiques, c'est aussi de prendre la mesure des faits, c'est de répondre aux urgences. Et quand il y a un événement aussi majeur et sans doute structurant que celui de la mobilisation des Gilets jaunes, il faut aussi savoir en prendre acte. Geoffroy Didier, depuis le début de cet entretien, vous n'avez pas parlé du Premier ministre. Il est devenu un problème. C'est un de vos anciens amis. Il était chez les Républicains, Édouard Philippe. Il peut rester? Oui, je crois. Je crois que le problème n'est pas Édouard Philippe. Le problème, c'est Emmanuel Macron et son incapacité à considérer, à respecter les Français. Donc, je n'ai jamais d'ailleurs entendu dans les préoccupations et dans les revendications des Gilets jaunes le départ d'Édouard Philippe. À mon avis, ce n'est pas le sujet. Mardi, c'est Benoît Hamon, membre fondateur de Génération S, ancien candidat à l'élection présidentielle, qui était notre invité. Au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron, ce dernier a considéré que la première leçon à retenir de l'intervention du président était que la lutte paye et que la mobilisation avait fini par obtenir un premier résultat. La première leçon de l'intervention du président de la République, c'est que la lutte paye. La mobilisation, elle obtient un résultat, sans doute peu, trop peu, mais elle a obtenu un premier résultat. Depuis combien de temps n'avait-on vu un mouvement social obtenir des résultats? Je crois depuis le CPE, ça remonte à très 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 loin en fait. Et là on a deux reculs, à la fois sur les taxes carburant, désormais sur la CSG, sur quelques mesures de pouvoir d'achat. Alors c'est sans doute trop peu. 11 mais- milliards, c'est trop peu? 11 milliards. Le en problème, tout. c'est pas de dire 11 milliards. La question, c'est qui paye les 11 milliards déjà. Et on verra que les riches, eux, ont encore réussi à passer entre les gouttes. C'est-à-dire que ceux qui sont toujours protégés, mais systématiquement, d'ailleurs, on a l'impression que le président de la République s'adressait encore à eux hier, ceux qu'ils protègent systématiquement de toute
contribution, qui l'exempte de toute contribution, ce sont les gros actionnaires, les entreprises polluantes, les banques les plus riches. Mais donc il y a 10-11 milliards. La question est de savoir est-ce que ça répond aujourd'hui à la convulsion sociale contre l'injustice et les inégalités dans le pays. Qu'il faut qu'il continue. C'est pas à moi de dire stop ou encore. Il y a des mouvements sectoriels dans les hôpitaux, dans les lycées. Il y a toujours les gilets jaunes et on verra ce qui va se passer. Une baisse de la CSG pour les retraités les plus modestes, une hausse du SMIC. Est-ce que c'est un coup de barre à gauche ? Non. D'abord, il annule une mesure qui n'aurait jamais dû être prise, la hausse de la CSG. D'abord, vous noterez qu'à 2001 €, vous êtes assez riche pour payer de la CSG, mais par contre, à 1 million d'euros, vous n'êtes pas assez riche pour payer de l'ISF. C'est quand même assez incroyable dans ce pays qu'aujourd'hui, on continue à mettre sur le dos de retraités. Honnêtement, 2 000 €, c'est pas beaucoup. Et malgré tout, à 2001 €, vous aurez l'augmentation de CSG. Donc, il n'y a pas de coup de barre à gauche. Sinon, il y aurait des services publics, sinon, il y aurait une protection sociale qui se renforce, sinon, il y aurait des protections des salariés dans le travail. La réalité, on va prendre encore une autre mesure. Vous avez écouté le président de la République, il y avait quand même du Sarkozy dans le président de la République. Et on a vu l'impression de le voir réapparaître. C'est débat sur l'identité nationale, l'immigration, la laïcité, quelque chose qui ressemble bien à du Éric Besson revisité plus Nicolas Sarkozy. Puis d'autre part, la défiscalisation des heures supplémentaires, dont je rappelle que la conséquence est de faire travailler plus ceux qui ont déjà un travail et pas de permettre l'embauche de ceux qui n'en ont pas. Mardi noir dans les lycées, sur les réformes annoncées depuis plusieurs mois. Pourquoi cette soudaine flambée ? Vous le liez aux Gilets jaunes quelque part ? Michel Blanquer. C'est pas parce qu'on a eu un début de concertation sur la réforme du bac que la qualité des études est bonne dans tous les lycées. Surtout quand on demande beaucoup d'efforts aujourd'hui au second degré pour payer la priorité au premier degré et que son gouvernement a décidé d'interrompre la priorité que nous avions fixée, qui était l'augmentation du nombre d'adultes dans les établissements. Comment ? En finançant quelques postes supplémentaires dans le primaire par des suppressions de postes dans le second degré. Donc on a aujourd'hui des établissements du second degré, collège et lycée, dans lesquels il y a moins d'adultes. Il y a, ayez ce chiffre en tête et vérifiez-le, mais il y a en Seine-Saint-Denis, quand on regarde la scolarité d'un enfant, il va passer 1 an sur toute sa scolarité sans prof. Quand on cumule le nombre d'heures passées sans un professeur faute d'effectifs devant lui. On est aujourd'hui confronté à cela. Bon, il y a un mouvement lycéen. Il y a un mouvement lycéen et reconnaissez que depuis quelques mois, ces mots d'ordre n'avaient pas pris, que ce soit sur Parcoursup ou sur la réforme du bac. Les lycées n'étaient pas en ébullition. Comme les mots d'ordre sociaux mais comme les mots d'ordre sociaux n'avaient pas pris précédemment, et ils prennent là. Et aujourd'hui, s'ils prennent, c'est que fondamentalement, il y a de la frustration, du mécontentement, finalement une espérance éteinte. Et moi, je regarde l'attitude du gouvernement à l'égard de la jeunesse, très violente quand même. Parce que l'usage et le déclenchement de la force est immédiat. C'est la première fois que l'on voit une répression aussi violente et aussi immédiate. Mercredi, nous recevions la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, interrogée sur le rétablissement de l'état d'urgence quelques heures après l'attaque qui s'est déroulée à Strasbourg. La garde des Sceaux a indiqué que l'exécutif pouvait être à la hauteur de l'événement sans pour autant avoir à le rétablir. Je pense que nous pouvons être à la hauteur des événements sans pour autant déclencher l'état d'urgence. En effet, les lois qui ont été adoptées récemment par notre gouvernement permettent de déployer un certain nombre de mesures qui nous ont permis d'éviter jusqu'à présent au moins 6 attentats, grâce à des visites domiciliaires, grâce à un certain nombre de mesures qui ont été prévues par les lois récemment adoptées. Je ne suis pas certaine qu'il faille, au moment où nous parlons, réinstaurer l'état d'urgence, car au fond, lorsqu'il avait été instauré en 2015, c'est à la suite d'un attentat qui avait, vous le savez, causé énormément de morts. Et il me semble que nous pouvons réagir sans avoir à déclencher cet état d'urgence. Ces 3 morts, 8 blessés graves et 5 légers, ce sont les derniers chiffres que nous avons. Est-ce qu'on peut faire un point avec vous sur la situation ? Le tueur est toujours en fuite. Oui, à l'heure actuelle, il y a énormément de forces de l'ordre qui sont mobilisées à sa poursuite, mais pour le moment, il est effectivement toujours en fuite. Je crois qu'il a été blessé au moment des événements par les forces sentinelles, mais au moment où nous parlons, il est effectivement toujours en fuite. Est-ce qu'on peut parler d'attentat compte tenu du fait que
Certains évoquent aussi une piste d'un règlement de compte. Est-ce que vous avez, vous, des indications qui font qu'on peut parler effectivement d'attentat? Alors, la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie, puisque le procureur Rémy Hetz est sur place. Et donc, à partir du moment où la section du parquet de Paris antiterroriste a été saisie, on peut effectivement parler d'attentat. On est passé hier soir, Christophe Castaner l'a annoncé en urgence attentat. Qu'est-ce que ça change concrètement? Ça permet de déployer un certain nombre de mesures. C'est le cas notamment pour des contrôles d'identité qui seront renforcés dans un certain nombre de lieux. Et puis c'est également le cas pour une surveillance renforcée des marchés de Noël qui se déroulent partout en France pour éviter un éventuel mimétisme. Dans ce contexte où les forces de l'ordre sont sur le qui-vive, est-ce que vous demandez aux Gilets jaunes ce matin d'arrêter leur mouvement et d'arrêter en tout cas de manifester? Si vous voulez, je crois qu'il y a eu, d'une part, il y a cet événement qui est dramatique et auquel la nation est évidemment, sur lequel nous sommes très concentrés, et d'autre part, vis-à-vis de la question des Gilets jaunes, il y a eu des réponses apportées par le président de la République. Ces réponses-là, en termes de pouvoir d'achat, en termes qui viennent d'ailleurs s'ajouter à des réponses que le Premier ministre avait lui-même présentées quelques jours auparavant, me semblent former un tout cohérent qui apporte une vraie réponse en termes par rapport aux revendications des Gilets jaunes. Moi, j'ai eu l'occasion de dire qu'il me semblait qu'il y avait 3 revendications des Gilets jaunes en termes de pouvoir d'achat, en termes de justice sociale, en termes de représentativité. Il me semble que des réponses sont apportées. Oui, je pense que le mouvement doit cesser. L'assaillant, le fugitif radicalisé, fiché S, s'est radicalisé en prison. Qu'est-ce que vous avez d'ailleurs comme information sur son parcours criminel et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que la prison soit une école de l'islamisme? Alors d'une part, c'est quelqu'un qui a été condamné à de nombreuses reprises pour des faits de droit commun et il a effectué en France 2 peines de prison de 2 ans chacune qu'il avait purgées. Je crois qu'il est sorti en 2015. Et sur les parcours de radicalisation en prison, d'une part, je me suis engagée à évaluer les personnes qui sont radicalisées ou susceptibles de radicalisation, une évaluation pluridisciplinaire qui permet de comprendre leur niveau de dangerosité. Ensuite, je me suis engagée à ce que ces personnes en détention soient dans des quartiers étanches, c'est-à-dire qu'on puisse, lorsqu'elles sont susceptibles de prosélytisme, les isoler de la détention. Et enfin, lorsque la peine est purgée, elles sont suivies à leur sortie de détention. C'est François de Rugy, le ministre de la Transition écologique et solidaire, ministre d'État, qui était sur notre plateau jeudi. Interrogé sur un prochain acte 5 des Gilets jaunes, ce dernier a clairement indiqué qu'il était temps que les manifestations cessent. Depuis le début, je fais partie de ceux qui ont attiré l'attention sur les dangers, les risques que comporte ce mode d'action de se positionner sur les routes, sur les réseaux routiers, sur les ronds-points, au carrefour. Cela présente des dangers particuliers par rapport à d'autres modes d'action. Et nous l'avons vu dès les premiers jours d'ailleurs de ce mouvement, avec malheureusement plusieurs victimes, 6 maintenant, depuis le début du mouvement. Souvent d'ailleurs, des Gilets jaunes eux-mêmes, enfin des personnes impliquées dans ce mouvement, percutées par d'autres véhicules. On verra l'enquête, mais la plupart du temps, je crois qu'il n'y avait rien d'intentionnel. Donc ce sont vraiment des drames, à la fois bien sûr pour ces victimes, leurs familles, mais aussi sans doute pour les automobilistes ou les conducteurs de camions qui se sont retrouvés dans ces accidents. Après, sur le contexte général, je crois qu'en effet, aujourd'hui, le temps est venu de cesser ces manifestations et au quotidien sur les ronds-points et surtout samedi à Paris et dans les autres villes de France. Il y a une question de responsabilité, une double question de responsabilité. Le gouvernement, le président de la République, nous avons fait des annonces extrêmement importantes qui vont dans le sens des revendications portées depuis le début par le mouvement des Gilets jaunes, des revendications sur le pouvoir d'achat, sur le mieux vivre, le bien vivre de son travail par rapport à la baisse des impôts, des taxes, la hausse des salaires, le SMIC, la hausse des salaires avec les heures supplémentaires. Vous les appelez à rentrer chez eux. Donc, à un moment donné, entre cela, ces annonces et par ailleurs le contexte d'un attentat qui a eu lieu sur le marché de Noël à Strasbourg, le plus responsable, c'est plus une question presque de bon sens que de débat politique,
serait évidemment de cesser ces manifestations. Certains gilets jaunes appellent à un acte 5 ce week-end. Comment on fait pour assurer la sécurité des Français dans cette période très trouble ? Écoutez, comme toujours, la sécurité, c'est une affaire collective. C'est bien sûr la responsabilité de l'ordre public, la responsabilité de l'action de la police, c'est la responsabilité de l'État. L'État a la responsabilité de protéger ses citoyens, et nous le faisons. Et le gouvernement, sous la direction de Christophe Castaner, à la tête du ministère de l'Intérieur, mobilise évidemment toutes les forces de sécurité. C'est aussi une question de responsabilité individuelle et collective. Et je suis convaincu, par exemple, qu'à Strasbourg, il n'y aura pas grand monde pour dire on va faire une manifestation de gilets jaunes, ou de n'importe quel autre sujet d'ailleurs, samedi. Vous imaginez un petit peu ? Eh bien, on doit se sentir un peu tous strasbourgeois dans ces cas-là, c'est ce que nous disons d'ailleurs. Mais la COP24 est en train de se terminer à Katowice, ça se passe pas super bien. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est revenu à la tribune pour lancer un appel dramatique. Nous savions dès le départ que ça allait être très difficile, parce que d'abord, vous le savez, le président des États-Unis a annoncé il y a plus d'un an le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Le nouveau président brésilien a également été élu sur un programme assez conservateur en matière de climat. Et donc, il y a un certain nombre de pays qui pourraient être tentés de s'engouffrer dans la brèche, en quelque sorte. Jusqu'à présent, nous avons réussi à empêcher un mouvement de retrait plus important. Donc ça, c'était un des premiers enjeux. Et le deuxième enjeu, c'était de dire il faut qu'on se mette d'accord sur l'application de l'accord de Paris, parce que cet accord, il y a 3 ans, il était prévu qu'on ait des règles d'application, une transparence sur les questions d'émissions de CO2. Et nous progressons. C'est l'objectif que nous nous fixons pour la fin de cette conférence. Mais c'est difficile. On peut encore les sauver, les accords de Paris ? Je crois qu'on peut le faire, mais c'est très difficile. Et souvent, dans les négociations internationales sous l'égide de l'ONU, ça ne se débloque qu'à la toute fin. Vendredi, c'est Hervé Morin, le président de Région de France, qui était sur notre plateau. Il est revenu sur l'attaque de Strasbourg et a indiqué que les doubles nationaux qui s'en prenaient à la France devaient être expulsés et qu'il fallait même envisager la déchéance de nationalité. On l'écoute. Ce terroriste, malheureusement, n'est pas le seul sur le territoire national. C'est une certitude. Et que moi, je continue à penser que nous n'utilisons pas la totalité des moyens que mettent en œuvre un certain nombre de pays. J'étais allé en Israël il y a peut-être 2 ou 3 ans pour analyser un peu ce que faisaient les Israéliens qui ont été confrontés à un terrorisme massif. Et à mon sens, il y a des enseignements à en tirer. Je pense par exemple à la capacité de pouvoir faire de l'internement préventif, comme le font les Israéliens, quand il y a des éléments concordants démontrant très probablement le risque ou l'imminence de l'acte terroriste. Ordonné par un juge ? Ordonné par un juge, faisant l'objet d'une procédure contradictoire et permettant ainsi d'éviter ce qu'on a connu par exemple à Saint-Étienne-du-Rouvray ou choses de genre. Il y a un deuxième élément qui est une coordination absolument parfaite des services de renseignement. Vous avez vu que dans le passé, on a eu quelques trous sur le sujet. Je pense qu'on a beaucoup progressé, mais je ne suis pas absolument convaincu qu'on ait encore parfaitement... là, il faut être dans le système pour voir comment ça marche. Interne à la France ou vous parlez avec les Européens ? À la France. Il y avait pendant longtemps entre police, défense, etc. Bon. Et puis troisième point, c'est que les services de renseignement israéliens font ce qu'on appelle du nursing, c'est-à-dire c'est leur terme, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'un terroriste ou un individu considéré comme dangereux est suivi du matin au soir. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas rentré à la maison et dès qu'il se lève, il est suivi. Je pense qu'il faut qu'on mette en place un dispositif le plus large possible. Il faut plus de moyens pour le renseignement. S'il en faut, il faut le faire. Et enfin, dernière chose, et pourtant Dieu sait que je suis loin du Front National, je pense que toutes celles et tous ceux qui sont des doubles nationaux, il faut purement et simplement utiliser la loi et les renvoyer. Donc il faut expulser. Il faut les expulser, c'est ça ? Oui, bien sûr, les expulser et même procéder à la déchéance de la nationalité, ce qui est possible en vertu d'une loi qui avait été votée du temps de Charles Pasqua. Alors, il y a aussi la polémique sur les fichiers S. Valérie Pécresse disait hier qu'elle souhaitait que les fichiers S pour radicalisation soient déférés devant la justice pour intelligence avec l'ennemi. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, mais ça revient un peu au même tout ça. Mais alors le fichier S qui est l'intelligence avec l'ennemi permet notamment la déchéance de la nationalité. Mais moi je pense qu'il y a
la prévention sur cette histoire. Bien sûr, il faut qu'il y ait la capacité pour la personne de bénéficier des droits de la défense. Ça fait absolument aucun doute. Et je trouve que la procédure israélienne permet cela, puisque ce sont les services de renseignement, ce doit être des services de renseignement différents, des sources différentes, des éléments concordants démontrant le risque de passage à l'acte, et le juge qui, au bout du compte, estime si en effet cette détention préventive est légitime ou non. Deuxièmement, je veux dire, tous ceux qui ne sont pas français et qui sont considérés comme dangereux, il faut les dégager du territoire national. C'est aussi simple que ça. Alors vous parlez plusieurs fois de déchéance de nationalité. C'est un débat que François Hollande avait essayé de poser sur la table. Ça a été compliqué pour vous. Il faut le reposer sur la table, ce débat. Il n'y a pas besoin de le poser. Il y a une loi qui le permet dès lors qu'il y a les éléments, notamment sur l'intelligence avec l'ennemi. Je veux dire, quand vous combattez la France, vous n'avez rien à faire en France. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'était ce que vous deviez retenir des interviews politiques de la semaine. Merci de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.